Bonjour à toutes et tous. Donc, Benjamin Langer, je suis responsable de l'Observatoire national de l'économie sociale et solidaire. Le CNCRES, qui est le Conseil national des chambres régionales de l'ESS. Le CNCRES a pour vocation de fédérer et de représenter les crèches sur le plan national, d'animer le réseau évidemment, et porte notamment l'Observatoire national de l'économie sociale et solidaire, qui a été chargé par le partenaire de ce projet de mener cette étude un peu à caractériser la place de l'économie sociale et solidaire sur les différents territoires ruraux. Julien Ramirez, chargé d'études à l'Observatoire national de l'ESS. Merci. Avant de démarrer, je vous propose de revenir sur quelques éléments un peu historiques, sur le lien en fait, entre l'économie sociale et solidaire et les territoires ruraux. Sachant qu'il y a à peu près deux grands liens qu'on peut noter entre l'ESS et les territoires ruraux si on retrace un peu l'historique. Un premier lien qui est une sensibilité coopérative qui est plus forte sur ces territoires, principalement dans le domaine agricole. En fait, depuis longtemps, les agriculteurs se sont organisés, ont coopéré, ont mis en place des formes d'entraide pour favoriser le développement de l'agriculture. C'est plutôt par logique de nécessité et de développement économique territorial. On pense notamment à un des premiers mouvements coopératifs. Quand on reprend l'histoire de l'économie sociale et solidaire, ce sont les fruitières du Jura, ce sont des coopératives laitières qui ont été les premiers mouvements finalement à mettre en commun leur production laitière pour transformer en fromage afin de faciliter la vente de lait invendu. Donc, la première logique un peu de coopération. Plus récemment, à la fin du XXe siècle, du XIXe siècle, pardon, on a eu les premières caisses de crédits mutuels agricoles qui ont permis en fait à un certain nombre d'agriculteurs d'accéder au crédit à partir de ces premières organisations coopératives. Et cette histoire coopérative se retrouve encore particulièrement dans aujourd'hui le secteur agricole, puisqu'on a évidemment une culture de la coopération qui est forte à travers les CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, les associations de remplacement qui ont organisé le remplacement des salariés agricoles sur les périodes de congés saisonniers ou lorsqu'il y a des arrêts maladie. On voit bien qu'il y a vraiment une culture de la coopération autour du secteur agricole. Et le lien aussi entre l'ESS et les territoires ruraux est aussi très fort au niveau du secteur de l'action sociale, puisque on a historiquement un certain nombre d'organisations religieuses qui ont organisé les établissements médico-sociaux en milieu rural pour prendre en charge les populations, soit les populations malades, les populations âgées, notamment les personnes en situation de handicap. Et donc, on a un vrai héritage des œuvres philanthropiques, soit organisées par la bourgeoisie de l'époque, soit organisées par les œuvres religieuses, qui se retrouvent encore aujourd'hui de manière assez importante dans les territoires ruraux. On le verra notamment à travers les chiffres, puisqu'on a un grand nombre d'établissements médico-sociaux portés par des associations et des fondations qui sont encore implantés en territoire ruraux. Depuis les années 50, un changement assez majeur, on se rend compte qu'il y a un processus de tertiarisation de l'économie rurale, puisqu'on bascule d'une économie qui était principalement productive avec l'industrie et l'agriculture vers une économie plutôt tournée autour de l'économie des services et de l'économie présentielle, avec le développement du tourisme, du commerce, etc. Et après, pour terminer ce propos introductif, plusieurs défis concernent la place de l'ESS en milieu rural. On a déjà un vieillissement de la population depuis un certain nombre d'années en milieu rural. On a également l'arrivée de néo-ruraux, attirés par cette relation campagne de plus en plus forte, par une meilleure qualité de vie, aussi par le prix du foncier qui est plus intéressant en milieu rural. On a également un renforcement de la concurrence du secteur privé pratique en direction de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est aussi un enjeu fort, notamment dans les secteurs qui historiquement étaient un peu des bastions d'emploi de l'économie sociale et solidaire. On pense à l'aide domicile, par exemple, qui est de plus en plus concurrencée. Et on a également, ce qu'évoquait en introduction le président du département, aussi un retrait des services publics depuis quelques années, une baisse des financements associatifs. Donc il y a aussi ces enjeux aussi, comment l'économie sociale et solidaire, dans ce contexte-là, peut renouveler un peu ses modèles économiques et développer son implantation. Donc voilà un petit peu en préambule ce qui a poussé à mener ce travail
ce travail sur la place de l'ESS en milieu rural. Étude qui vise trois objectifs principaux, caractériser l'ESS en milieu rural et son évolution, notamment au regard du reste de l'économie, secteur privé lucratif et secteur public, parce qu'on voit que le secteur public est évidemment un enjeu très fort en milieu rural. À travers notamment donc, les caractéristiques des établissements de l'ESS, les caractéristiques de l'emploi de l'ESS en milieu rural et leur évolution. On va surtout appréhender l'ESS à travers ces secteurs d'activité, qui a beaucoup plus de sens que de l'approcher globalement. Et puis, un temps également sur les conditions de travail et le profil des salariés dans l'économie sociale et solidaire, voir s'il y a une différence importante entre l'ESS à l'échelle nationale et l'ESS en milieu. Et avant de démarrer, quelques éléments méthodologiques qui nous semblent importants de partager compte tenu de la spécificité du terme territoire rural. Donc, le choix qui a été fait ici dans cette étude, partagé avec les comités, les partenaires du comité partenarial du projet précédent, ça a été d'utiliser une méthodologie développée par le CGET, Digital Economy, qui croise à la fois des communes qui ont une faible densité de population, donc un critère plutôt morphologique, avec un critère fonctionnel, c'est-à-dire le lien entre les actifs qui résident dans ces communes, est-ce qu'ils résident plutôt autour de ces communes ou est-ce qu'ils vont travailler en ville. Et à partir de ces deux critères, on a pu définir 9 territoires qui correspondent à 9% de communes. Certaines communes étant à la fois faible densité et très peu linéaires. Donc c'est le carré que vous allez trouver en bas à gauche. Et à l'inverse, en haut à droite, des communes qui sont très denses et qui ont un très fort lien à la ville. Donc nous, le territoire rural a été défini à partir donc, des 3 carrés. Donc les territoires très faiblement denses et faiblement denses, donc le carré vert et le carré bleu sur votre gauche. Et le carré vert, ça a été encore faiblement dense, mais qui ont quand même une relation un peu plus importante à la ville. Donc ces 3 territoires, au total, représentent 15 960 communes, ce qui est à peu près 45% des communes françaises. Par contre, évidemment, en termes de population, on est sur une part qui est beaucoup plus faible, puisque ça ne représente que 10% de la population française. 5% des emplois dans le secteur lucratif et 7% des emplois de l'économie sociale et solidaire sur ces territoires. Autre élément aussi important sur l'approche méthodologique, on a travaillé l'ESS à partir du périmètre statistique qui est aujourd'hui par l'INSEE, le CNRS et les services de l'État. Donc on est sur un périmètre statistique qui inclut un certain nombre de catégories juridiques qui vont permettre de regrouper les 4 familles historiques, associations, coopératives, mutuelles et fondations, à partir duquel on exclut certains secteurs d'activité. Par contre, on est sur la question des établissements employeurs au 1er janvier 2016. Toutes les données qu'on va présenter, on est vraiment sur des établissements employeurs, ce qui n'a pas empêché évidemment dans l'analyse au cours de l'étude de mettre en avant le rôle très important des structures non employeuses. On pense aux réseaux culturels par exemple, c'est bien le rôle important qu'ils jouent en termes de soutien à l'école, bien que la plupart des clients ne soient pas employeuses aujourd'hui. Voilà un petit peu pour les précisions méthodologiques, et puis après on a étudié les bases traditionnelles et les DBS qui permettent de caractériser l'emploi salarié dans ces territoires. Alors, je vous propose maintenant de rentrer un peu dans le cœur de l'étude à travers donc 5 points, quelques données de pervage en préambule, ensuite un focus sur les secteurs, puis un focus sur d'abord un focus sur les établissements, un focus sur les secteurs, une approche sur l'évolution de l'emploi et enfin une approche sur les conditions d'emploi des salariés de l'ESS travaillant en milieu rural. Et pour rendre la présentation un peu plus interactive, on va vous proposer de manière très simple de participer sur chaque début de section par un petit vote à main levée pour essayer de voir un petit peu l'appréhension et vos représentations que vous pouvez avoir de l'ESS en milieu rural. Et on va commencer dès maintenant par la première question. Sachant que l'ESS représente 10,5% de l'emploi salarié sur le plan national, quels sont ceux qui pensent que cette part en milieu rural est supérieure? Très bien. Identique. Ok. Et inférieur.
On avait une majorité de parcs supérieurs, effectivement, l'ESS en milieu rural est plus fortement implanté que sur l'ensemble du territoire français, puisque on est à peu près à un peu moins de 14% de l'emploi salarié dans l'économie sociale et solidaire à l'échelle des communes rurales, contre 10,5% à l'échelle de l'ensemble du territoire français. Donc, quelques chiffres clés, l'ESS en milieu rural, c'est 162 000 salariés, à peu près 141 000 équivalents temps plein. Donc 14% de l'emploi salarié des territoires, 17,7% de l'emploi privé lorsqu'on exclut l'emploi public, et à peu près 22 500 établissements employeurs, soit un établissement employeur sur 10 en milieu rural. Et ça représente une masse salariale de 4 milliards d'euros. Il est important aussi de rappeler qu'à travers le versement des salaires, ce sont évidemment des salariés qui consomment, qui font vivre ces territoires. Si on fait un zoom sur la région Grand Est, on est à 1466 établissements employeurs, 6,3% des établissements ruraux, donc c'est un petit peu moins que sur l'ensemble des communes rurales au niveau national. 10 500 salariés et 9 000 équivalents temps plein sur la région. Les établissements de l'ESS, moi je vous propose de regarder un petit peu quelles sont les caractéristiques de ces établissements, avec une nouvelle interpellation. Selon vous, quelle est la famille juridique de l'économie sociale et solidaire qui est la plus représentée en milieu rural? Est-ce qu'il s'agit d'une coopérative? Qui est d'accord avec cette affirmation? D'accord. Les associations? Ça va. Les mutuelles? Et les fondations. Voilà. Effectivement, ce sont bien les associations qui sont, comme au niveau national, l'acteur historique le plus représenté en milieu rural, puisqu'elles représentent 80% des établissements situés sur les communes rurales. En revanche, fait notable quand même si le secteur coopératif est deuxième avec 20% des établissements, ça reste quand même un des secteurs, une des familles juridiques les plus surreprésentées en milieu rural, principalement liées donc au secteur banque assurance, activité financière d'assurance, et au secteur en soutien à l'activité agricole, donc le soutien aux entreprises et le commerce, notamment à travers les coopératives de distribution alimentaire. Parmi les autres éléments importants à noter, donc on voit une très faible représentation mutuelle en milieu rural. C'est principalement lié en fait, au mode de développement des mutuelles qui sont principalement sous forme d'agences plutôt situées dans les grandes villes ou dans les centres-villes. Et puis les fondations, je suis à un niveau qui est à peu près. On rentrera davantage sur les secteurs d'activité dans une deuxième partie. Ensuite, quelques éléments également sur le rapport au territoire par rapport à ces établissements. On sait que dans l'ESS, il y a beaucoup de mono-établissements, c'est-à-dire que l'établissement principal est à la fois siège social, ce qui favorise l'ancrage territorial de ces établissements. Ce phénomène est renforcé en milieu rural, puisqu'on a 75% des établissements de l'ESS qui sont implantés en milieu rural, qui sont des mono-établissements, donc à la fois siège social et établissement, ce qui permet évidemment d'avoir un pouvoir de décision local qui est renforcé, et c'est notamment vrai dans les établissements du secteur médico-social et sanitaire, qui est un peu issu de l'héritage que j'évoquais en préambule. On a beaucoup de grosses associations sanitaires sociales qui restent très indépendantes sur les territoires en termes de fonctionnement d'activité. Et en termes de taille d'établissement, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a davantage de plus petits établissements au milieu rural, ce qui n'est pas surprenant, qui sont principalement le fait du secteur coopératif, qui est constitué plutôt de micro-établissements, avec 83% d'établissements qui ont un salariés. Et les moyens établissements et grands établissements vont encore une fois être plutôt liés au secteur sanitaire et social. Et donc, on en vient maintenant à la troisième partie sur les activités. Et je vous propose également de répondre à cette question sur l'ensemble des secteurs d'activité. Quel est selon vous celui qui est le plus important dans la session milieu rural en termes d'emploi? Alors, qui se prononce pour l'agriculture, l'enseignement, l'action sociale, le soutien aux entreprises, la majorité,
avez raison. C'est donc l'action sociale qui est particulièrement importante en termes d'emploi dans l'économie sociale en milieu rural. On est à plus de la moitié des emplois, de 10 points supérieurs à la part qu'on peut retrouver à l'échelle de la France entière. Donc, au sein de l'action sociale, on va retrouver notamment l'hébergement médico-social et l'aide à domicile particulièrement surreprésentés. Concernant l'hébergement médico-social, on va retrouver notamment de nombreux EHPAD sur des activités d'hébergement pour personnes âgées, gérées notamment par des associations en grande majorité et par également des mutuelles, qui recouvrent à peu près un tiers des établissements de ce sous-secteur d'activité. Et on va retrouver également des hébergements dédiés aux personnes en situation de handicap mental. Voilà, c'est ce qui recouvre l'essentiel de l'hébergement médico-social en milieu rural. Concernant l'aide à domicile, deuxième sous-secteur le mieux représenté dans l'action sociale, l'ESS détient un quasi-monopole, donc 84% des effectifs ruraux de ce sous-secteur relèvent de l'ESS, contre 68% à l'échelle de la France entière. Et donc c'est un sous-secteur qui va être particulièrement bien représenté par le réseau des ADMR, des aides à domicile en milieu rural. On retrouve également l'aide par le travail, qui concerne notamment les activités d'insertion socio-professionnelle à destination de travailleurs et travailleuses en situation de handicap, qui est moins bien représentée, notamment liée à une part plus forte de l'emploi public dans ce sous-secteur. Mais qui joue un rôle assez essentiel dans l'insertion socio-professionnelle, notamment via de nombreux ESAT, établissements de services d'aide pour le travail. On retrouve également l'accueil des jeunes enfants, qui, dans l'économie sociale en milieu rural, va contribuer fortement à la diversification des modes de garde collectifs. Il y a notamment un service de garde multi-accueil, des micro-crèches, avec des horaires mieux dédiés aux horaires atypiques. Et également les autres actions sociales qui recouvrent plutôt les accueils de jour d'adultes, d'enfants handicapés, les actions à l'égard des sans-abri et ce qui recouvre en gros les actions caritatives. Dans le SS en milieu rural, cela va concerner notamment des épiceries solidaires, des aides à domicile en milieu rural et des associations qui travaillent sur l'éducation populaire, notamment liées au réseau des familles rurales. On va retrouver également de nombreuses structures d'insertion par l'activité économique dans ces autres actions sociales. Donc, structures qui sont aussi bien présentes dans l'ESS et que l'on va retrouver sur des activités liées au maraîchage, notamment via les réseaux des jardins de campagne, des ressources d'insertion, des restaurants, des clubs de sport, des activités très diverses et variées. Ensuite, il y a l'enseignement qui a un poids aussi important dans l'économie sociale en milieu rural et qui est particulièrement bien représenté par l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. On note cependant que dans ce secteur, les effectifs de l'ESS ont un poids relativement inférieur à l'ensemble de la France. Nous avons plus de 18% des effectifs relevant de l'ESS dans ce secteur, avec une forte distinction selon les régions. En Bretagne, en Pays de la Loire, la part de l'ESS dans les effectifs de ce secteur dépasse les 40%. Donc voilà, de très fortes inégalités territoriales. L'enseignement catholique est particulièrement bien représenté, notamment en Bretagne et dans les Pays de la Loire, sur principalement l'enseignement primaire. Et l'enseignement secondaire et supérieur est particulièrement bien représenté par le réseau des maisons familiales rurales, qui dispensent des activités de formation en agriculture, en bâtiment, en agroalimentaire, les services électriques, qui correspondent bien au type d'activité qu'on va retrouver en milieu rural. Vient ensuite trois secteurs qui sont liés de manière générale aux activités de production agricole. L'agriculture, on va retrouver les effectifs de l'ESS pour 2,5% de l'ensemble des effectifs totaux de l'agriculture. Ça peut sembler assez peu par rapport au rôle assez fondamental que joue l'ESS dans ce secteur. Il s'explique notamment à travers l'exemple des PUMA par
des fortes présences d'établissements coopératifs non employeurs. Et dont l'objectif n'est pas lucratif, mais de mutualiser des moyens matériels et des ressources humaines pour participer en gros, aux activités de production agricole. Donc les CUMA, coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements pastoraux regroupent pour la majorité des établissements que vous retrouvez dans ce secteur. À titre d'exemple, si pour revenir sur les CUMA, on a 12 000 CUMA en France, avec un agriculteur sur deux qui appartient à un CUMA. Pourtant, on n'en a que 1200 qui sont employeurs. Voilà, ça donne une idée un peu de ce gros écart qu'on peut avoir entre la participation des effectifs et le rôle vraiment joué par l'ESS dans ce secteur-là. Il y a ensuite le secteur du commerce qui regroupe plus de 90% des coopératives. Donc 5,6% des emplois du secteur relèvent de l'ESS, qui est 3 fois plus important à l'échelle de la France entière. Et on va de même pour le secteur du soutien aux entreprises. Donc là aussi, le poids de l'ESS est 3 fois plus important à l'échelle de la France entière. On va retrouver également des CUMA dans ce secteur. Et des groupements d'employeurs, donc qui vont mutualiser, vont mettre à disposition des salariés sur différentes exploitations agricoles, par exemple. Ensuite, concernant l'hébergement et les activités artistiques, le poids de l'ESS est ici 2 fois plus important pour le cas de l'hébergement. L'ESS concerne 6% des emplois et on y trouve de nombreuses activités liées au tourisme associatif, comme des hôtels associatifs, des auberges de jeunesse, des centres de vacances, notamment liés à l'éducation populaire et à l'éducation de rendre accessibles les vacances au plus grand nombre. Les activités d'art et spectacle sont légèrement plus importantes, enfin, l'ESS dans ces activités-là est légèrement plus importante qu'au niveau national, donc de 2 points supérieurs. On retrouve principalement des activités liées au spectacle vivant, notamment des compagnies de théâtre, des orchestres, qui sont surreprésentés et qui développent une approche un peu plus itinérante et éphémère des pratiques artistiques. Donc, ce sont 2 secteurs qui vont participer activement à l'attractivité de ces territoires qu'on a pu observer depuis ces 30 dernières années, mais qui, comme on va le voir dans la prochaine partie, sont un peu plus en difficulté aujourd'hui. Concernant la santé humaine, on va retrouver donc une majorité de structures de services de soins infirmiers à domicile, également de la médecine généraliste, de la médecine du travail, et de nombreux centres hospitaliers gérés par des associations et des mutuelles, aussi des grosses fondations qui opèrent à l'échelle nationale, et donc qui figurent parmi les plus gros employeurs de l'ESS en milieu rural. Concernant les activités financières d'assurance maintenant, leur particularité, elles sont principalement représentées par les coopératives. 94% des établissements de ce secteur sont des coopératives, 93%, pardon. Et sur l'ensemble des établissements de ce secteur, 34% sont des banques coopératives, donc à mettre en rapport avec les 16% des banques coopératives qu'on peut retrouver à l'échelle de la France entière. Donc c'est particulièrement important. Et donc, voilà, pour vous donner une représentation globale du poids de l'ESS dans l'ensemble des secteurs. Merci. On va peut-être effectivement accélérer un peu pour rentrer dans le timing. Juste comme les précédents, une première interpellation. Selon vous, quelle a été l'évolution de la croissance de l'emploi dans l'ESS rural entre 2008 et 2015? Est-ce qu'on est plutôt sur une croissance nulle, une croissance positive à 1%, 5% ou 10%? Croissance nulle, pardon. Non, une croissance à 1%. Quelques mentions d'élèves, une croissance à 5%, la grande majorité. Et une croissance à 10%. Non, effectivement, on est autour de 5%, donc vous avez raison. De croissance entre 2008 et 2015. Alors, on s'est arrêté au 31 août 2015 parce que finalement, on n'a pas de données plus récentes concernant spécifiquement le SS en milieu rural. Par contre, voilà, peut-être quelques bémols sur les années de nos jours, entre nous, parce qu'on s'aperçoit que depuis 2 ans, depuis 2017, il y a quand même un infléchissement de l'emploi en général dans l'économie sociale et solidaire.
certainement qui impacte également les territoires ruraux. Donc cette croissance entre 2005 et 2008 et 2015, donc c'est 0,7% par an en moyenne, 5% sur l'ensemble des communes rurales, 7% si on considère les communes rurales de la région Grand Est, donc c'est une croissance qui est un peu plus forte ici dans la région, et ça fait quand même 7500 emplois nouveaux créés par les communes sociales et solidaires en milieu rural sur la période 2008-2015. Si on compare avec le reste de l'économie, on s'aperçoit que l'ESS tient vraiment son épingle du jeu, puisqu'on est à moins 2,6 dans le reste du secteur privé lucratif sur cette même période et à moins 8,4 dans le secteur public. Donc là, on voit qu'il y a un vrai désengagement de l'emploi public depuis un certain nombre d'années en milieu rural. Si on regarde un peu plus finement par secteur, rapidement, on s'aperçoit que la croissance dans l'ESS est un peu en demi-teinte, puisque finalement les secteurs qui ont fortement porté la croissance de l'économie sociale et solidaire sont ceux donc, de l'action sociale, sport et loisirs ou activité financière et d'assurance, vraiment été les moteurs de la croissance de l'ESS en milieu rural. On s'aperçoit que la croissance dans ces mêmes secteurs, dans le secteur privé lucratif, a elle été encore plus forte. Donc finalement, la croissance de l'ESS s'explique surtout par son positionnement sectoriel. L'ESS était plutôt positionné sur des secteurs qui ont été dans une dynamique de croissance en général, et moins exposé sur des secteurs plus en lien avec la crise économique, notamment le secteur marchand, puisque le secteur de l'industrie et de la construction a perdu 13% de ses emplois dans le privé lucratif et 14% dans l'économie sociale et solidaire. Donc on est à peu près sur les mêmes variations pour ces deux secteurs. Et quelques caractéristiques pour terminer sur cette croissance. Vous aurez évidemment beaucoup plus d'éléments dans l'étude complète. Donc, la croissance a surtout été portée par les établissements de taille intermédiaire, ce qui renvoie finalement au secteur qu'on évoquait tout à l'heure de l'action sociale et de l'hébergement médico-social. On a vu une baisse de l'emploi dans le secteur coopératif à moins 3,7, principalement lié aussi au secteur que j'ai évoqué à l'instant. Il y a une forte progression dans les mutuelles fondations en termes de variables. On a 53% de mutuelles, 24% dans les fondations. Mais on se lié finalement des volumes d'emploi au départ qui étaient assez faibles. Il y a un positionnement de ces acteurs, notamment les mutuelles, sur l'hébergement médicalisé pour personnes âgées depuis quelques années. Même si aujourd'hui c'est un peu moins vrai, en tout cas sur ces périodes, qui explique notamment la forte croissance. Et l'emploi qui a été fortement porté dans le SS par le secteur associatif. 84% des créations d'emplois sont liées au secteur associatif. Ça représente 6300 postes au global. Et donc on en vient maintenant aux caractéristiques de l'emploi dans la situation milieu rural, que j'introduirai par une autre question sur l'égalité femmes-hommes dans le SS en milieu rural. Donc combien, selon vous, les hommes gagnent-ils de plus que les femmes dans le SS en milieu rural? Ils gagnent 25% de plus, 12% de plus. Les hommes gagnent-ils autant que les femmes? Les femmes gagnent 7% de plus que les hommes. La réponse est donc les hommes gagnent 10% de plus que les femmes. Et ceci s'explique notamment par des conditions de travail plus précaires. Les femmes vont se retrouver plus souvent à temps partiel, avec une forte concentration également sur des métiers peu rémunérés, et où l'emploi à temps partiel est également très important, notamment le métier d'aide à domicile, qui recouvre 73% de temps partiel, par exemple. On retrouve également un important plafond de verre, et les hommes sont 2 fois plus de chances d'être des cadres que les femmes en milieu rural. Et donc, voilà, ce qui explique ces inégalités salariales qui vont croissantes avec l'âge. On remarque que sur la tranche d'âge des 50 ans et plus, les écarts salariaux à la faveur des hommes sont les plus importants que dans l'ensemble de l'économie rurale. Concernant les catégories socio-professionnelles, sans surprise, on a une surreprésentation d'ouvriers sur l'économie où l'industrie et l'agriculture jouent encore un rôle très important. Mais ce qui dénote particulièrement, c'est la forte présence des employés qui représentent près de la moitié des effectifs de l'ESS. Donc on va retrouver principalement sur le secteur de l'action sociale, qui concentre à elle seule plus de 66%
de l'ensemble des employés de l'ESS en milieu rural. Et sur les métiers, donc, vont être également particulièrement bien représentés les métiers du cœur, comme l'aide à domicile, les aides-soignants, les puéricultrices, également des métiers d'ouvriers dans l'industrie et l'agriculture qui vont représenter 10% de l'ensemble des postes de l'ESS en milieu rural. Et donc, pour revenir sur les conditions de travail un peu plus précaires, on va retrouver plus de temps partiel dans l'ESS en milieu rural, plus de temps partiel par rapport à l'ensemble de la France. La différence avec le privé hors ESS est particulièrement plus accentuée dans le milieu rural. Ceci s'explique notamment par le poids de métiers et de secteurs où les temps partiels sont importants. Dans l'action sociale et l'enseignement, on a par exemple 40% de temps partiel. Dès lors que ces activités sont importantes, effectivement, les temps partiels sont également beaucoup plus pesants. Sur les CDD que je n'ai pas évoqués dans cette présentation, mais qui sont également qui peuvent être observés et notamment expliqués. Donc, on a plus de CDD dans le CES en milieu rural, notamment dans l'hébergement, les arts et spectacles, les sports et loisirs qui recouvrent entre 40 et 68% de CDD. Donc, on a une part de 20% de CDD au global dans le CES en milieu rural, de 2 points supérieurs par rapport à l'ensemble de la France. Qui s'explique aussi par la présence de contrats temporaires, notamment dans l'agriculture. Et sur les niveaux de salaire maintenant, donc on note que les niveaux de salaire sont globalement moins élevés en milieu rural, ce qui s'explique déjà par les niveaux de vie territoire ruraux, mais également par les conditions de travail que l'on vient d'évoquer. De manière générale, on gagne 11% de moins dans le SES en milieu rural que dans le SES à l'échelle de la France entière. On a des écarts plus importants cependant entre le SES, des écarts moins importants entre le SES et l'économie rurale, l'économie privée lucrative en milieu rural. Donc on gagne 5% de moins dans le SES en milieu rural, donc on gagne 15% de moins dans l'ensemble des territoires. Avec de forts écarts selon les secteurs d'activité. Dans l'action sociale, on va gagner forcément moins, et dans les activités financières, le secteur va gagner le plus. Et également des inégalités selon les catégories juridiques, avec les coopératives, on gagne 47% de plus que dans les associations. Et pour conclure, donc, qu'est-ce que l'ESS en milieu rural? C'est déjà une économie portée principalement par l'action sociale, qui recouvre plus de la moitié des effectifs, une surreprésentation des activités liées à la santé, des activités financières, de soutien aux entreprises, d'hébergement et des activités commerciales, et des emplois en augmentation. Cependant, l'économie sociale a également des défis à relever, comme nous avons pu le constater, avec des conditions d'emploi généralement moins favorables, particulièrement pour les femmes, des secteurs importants en perte de vitesse, comme l'hébergement, les arts et spectacles et l'aide à domicile, mais également des opportunités pour l'avenir. Donc, l'ESS aujourd'hui, on peut le voir dans le cadre des activités commerciales, se tourne de plus en plus vers le développement de circuits courts de production et de commercialisation de produits locaux, de revalorisation de produits artisanaux locaux, se positionne de plus en plus sur la mobilité inclusive, sur l'agriculture bio locale et sur la mutualisation des ressources, notamment via de nouvelles formes de coopération, les projets territoriaux de coopération économique, par exemple, que l'on retrouve dans le secteur agricole, des groupements d'employeurs et des regroupements artisans. Donc voilà, pour le panorama de l'ESS. Merci beaucoup Benjamin et Julien pour l'organisation de cette étude et également pour cette présentation des résultats. Nous avons imprimé également des études que vous pourrez récupérer en sortant si vous voulez creuser un peu les chiffres. En parallèle, l'IDRTS a lancé une consultation en ligne que l'on a ouverte pendant 2 mois
avec deux objectifs. D'une part, c'était pour recueillir l'avis du plus grand nombre sur les enjeux que nous allons traiter dans le projet Fresson, pour nous permettre de mieux cadrer le projet en fonction des besoins à la fois des territoires ruraux, des acteurs de l'ESS et des acteurs du développement rural. Et d'une autre part, de sourcer des projets et des acteurs de l'ESS à valoriser par la suite dans le cadre du projet. Donc, très rapidement, quelques chiffres. Donc, c'est 2 mois de consultation, on a eu plus de 190 réponses. Les 36 minutes pour remplir le questionnaire, c'est-à-dire que voilà, c'est des questions assez denses, on a pas mal de matière à traiter, pas mal de projets aussi à aller découvrir. Donc voilà, pas mal de traitements. Et 66% des répondants sont des acteurs de l'ESS. C'est notamment dû à nos canaux de communication, le fait que voilà, c'est été relié par la LIS, par le RTS, par certaines CRES. Il faut le garder en tête par rapport aux réponses suivantes. Donc, à la question sur les enjeux auxquels sont confrontés les territoires ruraux pour développer ou maintenir leur dynamisme, la question a été traitée de deux façons. D'une part, les enjeux ont été perçus comme soit les difficultés inhérentes aux territoires ruraux, soit comme les atouts de ces territoires et les solutions à développer. De même, la notion de dynamisme a été sujette à plusieurs interprétations, mais la majorité des réponses montrent que c'est l'aspect l'aspect économique qui est central et dépendant d'une multitude de facteurs économiques, sociaux, environnementaux, culturels, etc. Ce qui ressort le plus, c'est le terme d'attractivité et notamment l'enjeu d'attirer des nouvelles populations, à la fois des néo-ruraux, et éviter les départs vers les zones urbaines lorsqu'ils sont dus au manque d'activité et d'emploi dans ces territoires. Donc, attirer, ok, mais qui L'un des enjeux largement identifiés dans les réponses, c'est celui du vieillissement de la population rurale. Les zones rurales comptent 32% de plus de 60 ans, contre 23% sur l'ensemble du territoire métropolitain. Donc, de fait, dans les années à venir, cette évolution démographique va encore plus accentuer les besoins des populations de ces territoires dans les domaines du service à la personne, de la lutte contre l'isolement, dans les besoins de services de proximité. Et donc, de nombreuses réponses ciblent le besoin d'attirer des jeunes populations, notamment les jeunes diplômés qui se sont formés souvent dans des établissements des grandes villes et qui ont de grandes chances d'y rester pour diverses raisons pour continuer leur carrière, avec les réseaux de relations post-études qui s'établissent dans le lieu où on se forme, des salaires plus élevés, on a vu, des perspectives d'évolution différentes. Et donc, ça marque aussi l'idée que l'offre de formation à proximité du domicile familial est plus limitée pour les élèves des lycées ruraux. Et 6 bacheliers sur 10 choisissent une formation dans une autre zone que celle des étudiants en terminale. Attirer, d'accord, mais avec quoi? Donc, la réflexion au cœur d'une majorité des réponses est effectivement celle de créer des marchés rémunérateurs dans les territoires ruraux et de développer ou de relocaliser des emplois qui peuvent devenir non délocalisables. Donc, ça passe par favoriser le développement d'activités d'artisanat, développer des filières économiques qui ont du sens pour le territoire et qui répondent effectivement aux besoins des territoires. Lutter contre la précarisation également des emplois agricoles, artisanaux et commerciaux qui laissent finalement peu de place à l'engagement, à la coopération et au loisir. Par ailleurs, ça fait écho aussi à la question de la valorisation de la mutation des filières agricoles et qui revient dans un certain nombre de réponses avec notamment tous les défis d'accompagner le passage du productivisme agricole à une agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement et du paysage. Donc, voilà, développer l'emploi agricole, mais pas seulement. Il s'agit également de développer des filières qui ont du sens pour le territoire, en diversifiant les offres de proximité, en hybridant des services, y compris les services publics, et en soutenant l'innovation sociale. Donc, ok, comment? Donc, si les territoires ruraux doivent s'appuyer sur leurs spécificités et leurs ressources pour créer des modèles économiques et sociaux en adéquation avec leurs besoins et les acteurs de leur territoire, la question qui ressort est celle de comment on accompagne donc, ce type de projet
et comment on les accompagne en ingénierie et en financement. Donc, ce qui ressort, je rappelle que 66% des répondants sont des acteurs de l'ESS. Donc, ce qui ressort, c'est le besoin de s'organiser en réseau pour mettre en place des projets communs de territoire et les gros besoins auprès de ces porteurs de projets pour pouvoir mieux capter les financements, avoir plus d'informations, pouvoir mieux identifier et valoriser les ressources endogènes de ces territoires, tout en cherchant à stabiliser des modèles économiques. Donc, à ce titre, les structures de l'accompagnement des entrepreneurs, sociaux ou non, sont indispensables pour permettre l'émergence de ce type de projet. D'ailleurs, cet après-midi, donc un certain nombre d'ateliers va permettre d'illustrer ce sujet en faisant découvrir des dynamiques de coopération qui ont lieu sur les territoires pour favoriser l'innovation et l'émergence de projets. Ce qui est également relativement important dans les réponses à la consultation, c'est effectivement le rôle des collectivités et des acteurs publics, à la fois sur le besoin de plus de cohésion et d'une meilleure coordination des politiques publiques, donc sans citer les enjeux de l'engagement du politique, du soutien des élus pour améliorer le développement des projets de SS, mais pas seulement. Des enjeux démocratiques aussi liés à une meilleure représentation des territoires ruraux dans les instances politiques et du manque d'ingénierie humaine dans certaines collectivités territoriales pour répondre à des défis qui sont pourtant majeurs en termes de transition sociale et écologique, en termes de transition numérique. Donc, on voit que les politiques locales sont à la fois une source de complexité et de difficultés qu'elles rencontrent, mais à la fois un levier stratégique à travailler sur le territorial pour renforcer, créer une solidarité entre les territoires et entre les administratifs qui ont parfois du mal à se coordonner. L'action publique est d'autant plus sollicitée et primordiale dès lors qu'il existe des usages parfois paradoxaux sur certains territoires qui peuvent comprendre des zones d'habitation, des espaces naturels protégés, des zones agricoles, des zones industrielles. Et donc, dès lors, les attentes des uns et des autres peuvent entrer en contradiction. Donc, les notions de coopération, de transversalité des problématiques et d'une vision partagée, vision stratégique partagée du territoire prend tout son sens et l'action publique également. Coordonner le tout. Donc, il y a également le besoin, le rôle des collectivités dans la visibilité et la communication sur les initiatives, qu'elles soient citoyennes, locales, sociales, entrepreneuriales, dynamiques et innovantes. Ce rôle d'animation a plusieurs enjeux. D'une part, c'est l'image du territoire, en interne auprès des citoyens, mais également en externe. On parlait tout à l'heure d'attirer les populations, donc on va revenir, on n'attire pas avec un emploi, on attire avec un territoire. Et également en termes de mobilisation et d'essaimage de bonnes pratiques qui ont fait leur preuve sur d'autres territoires. Donc, effectivement, créer plus d'emplois, mais pas seulement. On n'attire pas seulement avec un emploi, mais avec un territoire. Et donc, il s'agit de faire face à de nombreuses problématiques qui ont été identifiées dans les réponses à la consultation, en termes d'isolement ou d'encadrement géographique de certains territoires, du manque d'accès aux services de proximité, aux services à la personne, l'accès à la qualité et la qualité de l'offre de logement, l'accueil des nouveaux habitants, etc. Donc, parmi les pistes prioritaires de travail identifiées, il y a bien évidemment la mobilité en termes de relever le défi des mobilités douces, d'assurer la résilience des territoires post-pétrole, de réduire les déplacements pendulaires, de faciliter la mobilité pour les personnes les plus précaires. Donc ça, c'est un enjeu bien évidemment primordial. Il y a également l'accès à la culture, donc encourager des initiatives qui participent au dynamisme culturel de ces territoires. Ce qui concerne le lien social et comment encourager l'interconnaissance et le lien entre les habitants d'un territoire. Et l'accès au numérique également, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans la consultation, c'est que le gouvernement s'est engagé pour améliorer la couverture Internet fixe des territoires ruraux. Mais au-delà de l'aspect couverture 100% numérique dans ces territoires, les réponses insistent beaucoup sur le besoin d'implanter des structures de soutien justement à l'accès aux services publics numériques, à la formation numérique. Voilà, vous connaissez sûrement les IPN.
Il y a également la préservation et l'amélioration du cadre de vie qui est centrale dans les réponses au même titre que l'attractivité économique. Et le fait de redynamiser les territoires en conjuguant préservation du territoire, du cadre de vie, avec une dynamique économique, culturelle, des services de proximité. Voilà, un beau chantier. Et enfin, la préservation du patrimoine, qu'il soit foncier, historique ou la qualité des logements, c'est-à-dire au niveau de la qualité énergétique, mais maîtriser aussi la multiplication des habitations secondaires pour éviter ce que certains appellent les villages morts ou les villages dortoirs. Mais également, il y a évidemment la préservation de l'environnement, du paysage et de la biodiversité, et également des fragilités économiques qui sont dues aux monoactivités agricoles. Donc voilà, donc, on a posé la question, pensez-vous que l'ESS et l'innovation sociale peuvent en partie répondre à ces enjeux? Sans surprise, on a 98,9% de répondants qui disent oui. Mais ce qui est important, c'est pourquoi et comment renforcer l'ESS si on pense qu'elle peut répondre aux besoins de ces territoires et aux défis qui sont à adresser. Donc, tout d'abord, ça tient au fait que l'économie sociale et solidaire, c'est un catalyseur de développement local, économique et social qui permet de décloisonner aussi, c'est un terme qui revient très souvent, de décloisonner à la fois le monde associatif, le monde lucratif, le monde public, et de faire coopérer des acteurs entre eux qui n'échangent pas toujours par d'autres canaux de communication ou par d'autres types de projets. Il y a les valeurs portées par l'ESS qui sont centrales, donc les valeurs de solidarité, de partage, mais également les pratiques de travail, le fait de défendre l'intérêt général, d'avoir une gouvernance démocratique, une lucrativité limitée, de favoriser le travail en réseau, les principes fondamentaux de dialogue et de réciprocité aussi entre les parties prenantes, c'est vraiment central, et ça permet de faciliter la rencontre entre des acteurs parfois de milieux ou de cultures différentes, et donc faire émerger des partenariats nouveaux, de favoriser aussi l'innovation sociale. L'ESS place l'humain et le développement des territoires au cœur de ses priorités, et elle permet notamment d'impliquer fortement les citoyens et les populations dans les projets, à la fois la définition de leurs propres besoins, mais également dans les moyens mis en œuvre pour y répondre. Également important, l'ancrage territorial fort des réponses, pour des réponses adaptées aux particularismes locaux, dans des domaines très variés. On trouve de l'ESS dans les épiceries solidaires, des projets de groupement d'achat, des projets de café associatif, d'échange de services, de jardinage, de transport, de covoiturage. C'est vraiment divers. Puisqu'elle permet de créer, on va dire, des nouveaux métiers, en tout cas des activités d'utilité sociale économiquement viables. Juste rapidement, elle permet aussi, ce qui est important, c'est les méthodes et les pratiques innovantes de l'ESS. Par essence, elle favorise l'action à travers l'expérimentation et des démarches innovantes pour porter des activités nouvelles à vocation démonstrative. Donc, la preuve par l'action. Pourquoi? Parce que d'une part, adopter des pratiques coopératives en impliquant plusieurs parties prenantes encourage la prise de risques collectifs plutôt qu'attendre l'initiative individuelle. Elle permet de décloisonner des activités en créant des synergies et en mobilisant les forces vives du territoire à travers les nouvelles formes de gouvernance. Donc, on a les cycles, les CAE, des nouvelles formes de financement ou encore des nouvelles formes de coopération type PCE. Également, dans les réponses, la question du lieu revient avec le fait que l'ESS, l'innovation sociale, favorise la création de nouveaux lieux d'espace de vie, de rencontres, qui favorisent encore ces rencontres et la création de nouveaux projets. Donc, ok, l'ESS et l'innovation sociale peuvent en partie répondre à ces besoins. Et maintenant, comment on renforce l'ESS? Quels sont les freins à lever? Donc, sans forcément faire une liste à la préva, parce qu'on a eu pas mal de réponses avec des idées qu'on doit creuser aussi, à maîtriser.
L'idée, c'est vraiment de renforcer les coopérations entre acteurs de l'ESS et les collectivités rurales, entre les collectivités elles-mêmes pour créer des écosystèmes territoriaux qui favorisent l'émergence et la consolidation de dynamiques et d'initiatives ESS. Donc, plusieurs choses. D'une part, l'importance de la sensibilisation et de l'information. La sensibilisation à la fois sur l'ESS, quelles sont ses caractéristiques, ses opportunités, ses spécificités en milieu rural. J'ai mis aussi sur les structures de l'ESS parce que, par exemple, dans la réponse, il y avait 14% d'autres et dans les autres, il y avait des associations, donc des structures de l'ESS qui ne se reconnaissent pas forcément de l'ESS. Donc, c'est l'idée voilà, de vraiment sensibiliser pour avoir un langage commun sur ces sujets. L'idée de l'accompagnement en financier et en ingénierie est primordiale. Donc, voilà, de mettre à disposition toutes les structures de l'accompagnement qui peuvent être très développées parfois dans les zones urbaines, mais qui sont souvent hors de portée de certains porteurs de projets dans les territoires ruraux qui doivent faire juste en termes de déplacement physique, c'est vraiment preneur de temps et d'argent. Donc, trouver des solutions pour améliorer cet accompagnement de proximité. L'idée de mise en réseau, en fait, j'aurais pu l'étendre des collectivités aux acteurs du développement, donc c'est central. Au niveau des collectivités, essayer d'inciter le plus possible la concertation, la coopération, la co-construction du projet, d'impliquer les citoyens à la fois avec plus de transparence et d'information sur les décisions locales, mais également de prendre en compte le plus possible l'avis et les idées des citoyens, parce que si c'est eux qui définissent leurs besoins et qui mettent en place leurs solutions, les projets auront plus de chances d'avoir du succès et de fonctionner. Gagner en visibilité, donc là, en fait, j'aurais pu mettre ces flèches, je ne sais pas pourquoi ça s'est segmenté. Gagner en visibilité, donc c'est permettre de mieux partager des bonnes pratiques, de faire la preuve par l'expérience. Donc c'est organiser des rencontres, c'est organiser sous différents formats. Ça peut être pas mal de rencontres physiques, c'est ce qui ressort le plus dans les réponses en tant que besoin. Mais ça peut être aussi voilà, du partage avec des études de cas, avec des choses un peu plus détaillées sur pourquoi ça a marché, comment ça a marché, comment ce serait transposable, est-ce que c'est duplicable, oui, mais à quelles conditions. Enfin, voilà. Et enfin, expérimenter et agir, donc oser aller dans le territoire ruraux et s'appuyer sur le SS pour favoriser l'expérimentation. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la session pitch des activités. Merci. Merci. Alors, merci à tous. Donc, le décor est posé, voici les résultats de la consultation. C'est un peu mieux ce que représente l'économie sociale et solidaire. Juste rapidement, pour vous dire que donc, on aura une présentation, bien sûr, plutôt à la fin de la journée aussi de quelques partenaires, évidemment de réseau rural national, pour vous expliquer dans quel cadre s'inscrit le projet. Là, l'idée, c'était juste de, et je pense qu'on aurait presque pu laisser les slides avant. J'ai invité tous les intervenants des ateliers de cet après-midi à nous rejoindre, juste pour pouvoir présenter en quelques mots les démarches que vous mettez en œuvre et qui, à mon avis, vont être éclairantes au regard des différents points que alors, je vous invite à me rejoindre. Alors, premier atelier de la journée, on l'a vu et on l'a dit aujourd'hui, accompagner l'entrepreneuriat en milieu rural, c'est une nécessité. On voit effectivement qu'en termes d'accompagnement, à la ligne, on a une communauté d'acteurs de l'accompagnement dédiée à l'économie sociale et solidaire. C'est à peu près 80 acteurs, 120 dispositifs et programmes d'incubation, de pré-incubation, mais aussi des générateurs de projets qui vont faire se rencontrer des acteurs sur le territoire pour faire émerger des projets. Et ces dispositifs
on verra aujourd'hui, mais trop peu au final, et tous se posent la question justement de l'accessibilité de leurs solutions d'accompagnement pour les entrepreneurs situés en milieu rural, et qui se posent notamment des questions sur des programmes fermés, intenses, court terme, situés en ville, etc. Et aussi des questions pour ces acteurs de l'accompagnement de modèles économiques. Peut-être que Jérémy, juste en 2 mots, ce dont tu vas parler cet après-midi. Bonjour à tous. Moi, je viens de Rhône-Alpes, très heureux de venir dans ma région d'origine, revenir sur les terres. Moi, je vais vous parler d'une expérimentation qu'on est en train de mettre en place en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est de comment créer des incubateurs de territoire qui permettent en fait de faciliter la création d'entreprises sociales qui répondent à des besoins prioritaires sociaux, environnementaux sur les territoires, et comment on valorise en fait ces projets qui sont issus. Juste pour vous donner des petites infos, parce qu'ils sont en plein dedans. J'étais encore il y a quelques jours dans la Drôme, où les élus nous disaient oh, il n'y a pas trop de projets d'entrepreneurs sociaux, etc. Et finalement, on a trouvé plus de 30 qui ont candidaté pour la première session d'incubation. Donc oui, des gros besoins d'accompagnement, et puis heureux d'en discuter avec vous tout à l'heure. Merci. Et c'est d'acteurs qui en plus arrivent à laisser des projets qui justement vont renouveler l'économie sociale et solidaire dans ces formes hybrides, dans ces solutions qui sont de plus en plus, je dirais, qui sont innovantes aussi et qui permettent d'apporter de nouvelles choses. Est-ce que Michel Cresson est avec nous? Très bien, il interviendra après. On a un deuxième atelier sur l'accompagnement à l'innovation dans les territoires. Et là, c'est justement ce qui est ressorti aujourd'hui, et ce matin très, très fortement, faire réseau, mais surtout connecter les différentes forces et les différentes ressources sur un territoire, c'est-à-dire des idées, c'est-à-dire des ressources, un local vacant, etc. Ça peut être chaque acteur d'une collectivité qui a un bout d'idée ou une expertise sur son sujet, qui n'aura jamais le temps de développer des nouvelles solutions puisqu'il est pris dans son travail quotidien. Et comment de développement économique leader du pays lyonnais, et Charlotte, chargée de projet chez Cresson Lyon. Merci. Donc, le pays lyonnais, c'est Lons-sur-Saône, la préfecture du Jura, qui est desservie par la CTGV. Donc, voilà. Gérard en a parlé tout à l'heure sur le territoire de coopération. Le pays lyonnais, c'est une intercommunalité, donc déjà la partie de coopération est entre collectivités. On se rend compte que si on travaille entre collectivités, c'est bien, mais pour faire du développement éco, il faut qu'on s'appuie sur des acteurs du développement et du territoire, donc typiquement PDCE, SIC. Là, je me tourne vers le collègue. Bonjour à tous, Charles Christophe Girard. Nous, ce qu'on va vous présenter aussi cet après-midi, c'est en lien avec le projet émergence de Franche-Comté Active, à travers un territoire qui s'appelle Petite Montagne, 8 000 habitants, et une dynamique qui a été menée depuis 1 an et demi pour justement redonner des qualités à ce territoire, et ce matin, on parlait d'interconnaissance et de coopération, et c'est effectivement les 2 mots qui m'ont vraiment marqué, parce que c'est à travers une démarche comment on crée de l'interconnaissance au-delà des projets, et qu'on arrive à sensibiliser quasiment 4 à 5% de la population autour de ça. Voilà. Merci. On aura un troisième atelier. Alors, l'idée, c'était vraiment de varier aussi les intervenants, à la fois des acteurs qui vont être plutôt sur l'accompagnement, à la fois des entrepreneurs, des porteurs de projets, et également des collectivités, pour montrer un petit peu les différentes initiatives et les différents rôles que peuvent porter chacun de ces acteurs sur les territoires. Et donc, autour de cette dynamique d'innovation, on a choisi un sujet qui est assez souvent revenu, le maintien des derniers commerces, ou même la création de
nouveaux commerces dans les territoires ruraux. Et l'économie sociale et solidaire prend de plus en plus de place sur ce sujet. Et donc là, on aura deux exemples de manière poussée du département Ille-et-Vilaine. Nous, en Ille-et-Vilaine, on finançait les LKB, la rénovation de derniers commerces, on s'est dit que ce n'était pas suffisant, la preuve, ça ne marchait pas toujours, donc on a repris le chantier pour aller vraiment sur la remobilisation du territoire et se dire que oui, même dans une ville, un village de moins de 1000 habitants, il peut y avoir un commerce porté par le territoire et on a retravaillé tout ça et c'est ça qu'on vous présentera cet après-midi pour voir que la participation citoyenne, la coopération, le réenchantement en disant oui, ça permet de faire bouger. Pascal Dallier, moi je représente un site copulé qui gère une épicerie locale à Misas-sur-Telmont, au nord de Rennes, et qui a été soutenu par deux fois dans le cadre de la création de l'emploi par le département de l'Ille-et-Vilaine. Et puis on parlera sans doute aussi d'une étude qu'on mène en parallèle sur un projet de mutualisation des approvisionnements locaux de qualité en épicerie locale. Merci. Et sujet des commerces, pourquoi notamment l'intérêt de l'économie sociale et solidaire? On voit souvent que c'est des commerces qui ont besoin justement de mobiliser l'écosystème et donc d'impliquer les habitants. Et là, c'est aussi une force de maîtriser la ressource bénévole, puisqu'elle devient une richesse pour ensuite faire fonctionner même le commerce et maintenir aussi une base client. Et ça, c'est assez intéressant de voir comment les sociétés peuvent devenir des forces. Et ensuite, dernier atelier du premier round, comme on peut dire, sur les tiers-lieux et les lieux multiservices, effectivement, on s'est demandé en voyant un tiers-lieu à peu près 30 fois par jour si ça allait diminuer il y a quelques années. Et en fait, on voit que non, c'est une dynamique qui est en plus tellement plurielle qu'elle continue et qu'elle se maintient et qu'elle fait beaucoup de choses assez passionnantes sur le territoire. Et donc, on a décidé de faire deux ateliers sur ce sujet-là avec Thomas Anglade de Ygraine. C'est ça. Bonjour, donc je suis Thomas Anglade, le coordinateur d'Ygraine en Grand Est, et c'est une association d'éducation populaire qui a acquis en 2014 un corps de ferme dans un petit village de 80 habitants de l'Aube. Et acquis, c'est pas tout à fait le mot, parce qu'en fait c'est une LCI citoyenne qui a acquis les lieux et la création de l'association qui gère ce lieu. Et l'idée, c'est de voir comment, à travers ce corps de ferme, on arrive à créer un laboratoire d'initiative citoyenne pour pouvoir à la fois créer du lien social, développer des activités à vocation à utilité sociale, à utilité environnementale, et comment on arrive aussi à redonner un petit peu à revaloriser un petit peu ce territoire qui est. Merci. Et sur ce même atelier, un second exemple avec Sophie Bernard-Leblanc, directrice d'une famille rurale marseillaise. Bonjour, donc voilà, famille rurale. Alors, je suis en Meurthe-et-Moselle, j'ai pas fait beaucoup de trajets pour venir. Voilà, mais en tout cas, je suis fière de pouvoir vous présenter cet après-midi sur l'atelier, ce qu'on appelle les relais familles dans notre réseau famille rurale. Ce sont des lieux d'accueil, d'écoute et d'information en milieu rural. Le principe d'une maison des habitants, chacun peut construire des projets. On a aussi intégré pour la plupart des maisons de services publics. On a parlé ce matin de rupture de la fracture numérique, voilà, l'accès à Internet, ok, mais il y a quand même au moins 10% de la population qui a besoin d'un accompagnement pour accéder aux différentes plateformes, etc. Voilà. Donc l'idée, c'est d'accompagner les personnes et de les accompagner dans leur globalité, c'est-à-dire on ne traite pas qu'une difficulté de déclaration 4, mais on va ouvrir la porte de la maison et ça permettra de découvrir aussi que c'est un accueil jeune, que c'est aussi des projets parentalité, que c'est aussi des tas de choses qui sont construites par les habitants sur un territoire de vie. Merci beaucoup. On vous invitera alors juste pour peut-être vous poser la question comment ça va, où se passe cet atelier. Il y aura 3 ateliers dans des salles juste en face. Vous n'avez pas besoin de descendre et il y aura le nom des ateliers sur les portes comme ça vous trouvez facilement. Et un dernier atelier se passera dans cette salle. Donc, vous pourrez retrouver ensuite. Donc là, juste pour vous rappeler les 4 qu'on vient de voir, il y a accompagner l'entrepreneuriat en milieu rural, accompagner l'innovation des territoires, dynamique d'innovation interne dans les commerces et tiers-lieux et lieux multiservices. Et dans un second temps, on aura 4 autres ateliers, sur les mêmes thématiques. Alors, sur l'accompagnement à l'innovation des territoires, un autre exemple,
la situer sur un parc naturel régional et voir comment ce parc a pu aussi être à l'initiative de la mise en place d'un dispositif pour faire émerger l'entrepreneuriat du territoire. Dominique Rivière, Écoparc. Donc, Écoparc, c'est une démarche, on va appeler aujourd'hui un générateur de projets économiques et d'utilité territoriale qui s'est expérimenté sur le territoire du parc naturel régional des Vallons des Vosges en coopération avec une coopérative des parcs de production. Voilà. Aujourd'hui, Écoparc, effectivement, aide des collectivités sur ce territoire qui est un territoire rural et montagneux, donc avec il y a des problématiques assez spécifiques. Aide en tout cas les collectivités qui sont en général de toutes petites collectivités, EPCI et communes, à mobiliser en fait la population de leur territoire à partir d'une problématique donnée pour faire émerger des projets économiques qui vont être potentiellement et la plupart du temps portés par ces acteurs locaux. Voilà, donc c'est des projets comme on va en voir pas mal d'exemples aujourd'hui, de rénovation d'un commerce rural multi-activité dans un village, des magasins de producteurs ou des ateliers mutualisés au service de plusieurs acteurs économiques. Ça peut être des réseaux d'entreprises qui se créent et qui se renforcent pour monter des projets ensemble. Merci Dominique. Un second atelier sur l'accompagnement à l'emploi via la création d'activités. Et donc là, nous aurons la fameuse expérience territoire zéro chemin de longue durée dont on entend parler ce matin avec Aurélie Matin. Oui, donc la fameuse expérimentation territoriale de lutte contre le chômage de longue durée, en effet, sur le pays colombien du Sud-Ouest. Donc en effet, cette expérimentation initiée projet porté par ATD Carbone est aujourd'hui expérimenté sur 10 territoires au niveau national. Ce projet, en fait, il s'appuie sur le fait que les personnes privées d'emploi ont des compétences, des ressources, des aptitudes, des idées, que sur un territoire donné, il y a des travaux, des services non satisfaits, et en partant du coût de la privation d'emploi, on peut transférer cet argent pour financer en partie les emplois créés, et donc du coup avoir une dynamique sur un territoire. On va parler de l'ESS, de gouvernance territoriale, de l'économie circulaire, de circuit court. Aujourd'hui, sur le pays colombien, c'est près de 80 emplois en CDI au Sud qui ont été créés depuis un peu plus de 2 ans. Merci. Ensuite, un zoom sur une autre dynamique d'innovation autour de la transition écologique, puisqu'on a vu que c'était quand même une thématique qui revient de manière extrêmement récurrente, puisque là aussi, c'est une opportunité pour l'économie sociale et solidaire, qui en tout cas répond très largement à cette transition, avec 2 exemples. Diane Serré, je pense qu'elle arrive plus tard, et elle arrive après le déjeuner, mais donc du réseau Envie de Lorraine, qui fait justement de la récupération d'électroménagers, enfin, vous connaissez très bien tous ceux qui sont implantés ici, et qui a notamment porte une démarche d'écologie industrielle partagée sur l'ensemble du territoire, puisqu'il semble que le territoire a également souhaité être des TCE, et notamment autour de cette démarche-là, qui continue avec des acteurs qui souhaitent le porter, et puis également avec l'outil de drap. Merci. Donc effectivement, sur l'atelier, on sera 2 intervenants. Donc on va simplement présenter au mouvement France Active, donc France Active pour la Lorraine, sur cet atelier-là, les outils qu'on met à disposition sur les structures qui potentiellement œuvrent pour la transition écologique, en caractérisant un peu plus le poids de ce secteur avec notre prisme à nous sur les 3 dernières années, avec des outils subventions, prêts, garanties, et également DLA sur la note. Et ensuite, on a choisi en exemple les centrales villageoises pour ouvrir un petit peu le débat. Et on aura la chance d'avoir des personnes qui pourront témoigner sur ce sujet-là, sur la centrale villageoise du 5-3.
Et enfin, dernier atelier, également sur le tiers-lieu et les lieux multiservices, et là, ce sera également la présentation d'un autre projet soutenu par le réseau rural, dans le cadre du projet d'habitation collective pour le développement rural, avec Philippe. Bonjour, effectivement, le projet de tiers-lieu qui est porté par Famille Rurale, la Fédération nationale Famille Rurale, dans le cadre de la mobilisation collective pour le développement rural. Et on travaille avec le réseau rural et d'autres partenaires, de nombreux partenaires. 4 régions sont en lice pour l'instant, je pense que c'est appelé à se développer. La Nouvelle-Aquitaine, la région Normandie et la région, en tout cas Grand Est, si je me souviens, puisque j'en fais partie, je viens des Ardennes. Les Ardennes, donc, éminemment rural. Et nous avons un projet que je qualifie d'ambitieux de création d'un tiers-lieu en milieu rural dans une commune de 1000 habitants, à une vingtaine de kilomètres de Charleville. Et donc, nous sommes en phase de mobilisation de tous les acteurs locaux, associatifs, les acteurs économiques, les agriculteurs, parce qu'on pense aussi au réseau circuit court pour l'agriculture, et également, évidemment, tous les élus. Donc, on est vraiment dans cette phase de construction du projet, dans un ancien hangar de la SNCF, de marchandises, une halle de marchandises, donc à proximité de l'équipement public, l'équipement de service, un pôle scolaire, une crèche, un béguinage en construction, une médiathèque. Enfin bref, on est là dans la mobilisation citoyenne sur un projet. Alors ce qui est amusant, c'est que depuis 8 mois qu'on travaille sur le projet, on a déjà, j'allais dire, un peu modifié notre feuille de route parce que les idées arrivent au fur et à mesure que les acteurs se mobilisent. Et c'est ça qui est passionnant, c'est de construire le projet en avançant, et ce qu'on imagine au départ, finalement, ce sera peut-être totalement différent à l'arrivée. Probablement, et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant, et ça on l'observe beaucoup avec justement tout ce qui a été développé autour des PTCE, qui sont un peu, non pas tous un lieu physique, mais c'est un lieu virtuel, si on peut dire, la création d'un réseau de collaboration sur autour d'une thématique, sur autour de la revitalisation d'un territoire, de son développement, et c'est un lieu qui incarne avec un lieu physique. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de PTCE qui ont donné lieu à la suite au développement d'un dispositif d'accompagnement à l'émergence de projet, d'un dispositif qui se complète la panel d'accompagnement de toutes les dynamiques locales sur différentes thématiques. Et je pense que c'est un peu la même chose avec les tiers-lieux. On en voit de plus en plus qui vont avoir un espace de coworking, un espace de formation sur l'entrepreneuriat, etc. Même en partant d'une thématique et d'un projet donné, et ça c'est quelque chose d'assez intéressant à remarquer. Merci à tous. Ce sera donc juste après le déjeuner. Et avant le déjeuner, puisqu'on a parlé même 3 fois de cet appel à projet d'organisation collective pour le développement rural et du réseau rural, j'invite Anne-Christine du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation à vous en parler en 2 mots. Merci. Alors en 2 mots, effectivement, je vais quand même souligner que le réseau rural national est porteur de financement européen du FEADER, du Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural. Et donc, on est très heureux de pouvoir financer le projet Tresson ici présent, donc à l'aide de contreparties nationales du ministère de l'Agriculture et du CGIP. Donc, on active ce FEADER et également d'autres projets dont il est mentionné ici, le projet Portail porté par Famille Rurale, et puis on a également évoqué le projet Vincent sur la coopération dans le développement rural qui met des itinérances dans différentes régions et la première est en Donc voilà, je voulais juste rappeler ça et vous inciter à aller sur la page du réseau rural qui décrit les différents projets que l'on soutient. Il y en a 21 de 2018 à 2020 sur des thématiques très larges. Donc il y en a la moitié, on va dire, sur des sujets un peu agricoles, sur gouvernance alimentaire territoriale, sur l'agroécologie. Et il y a une autre moitié sur des sujets très développement rural, comme l'égalité femmes-hommes dans
dans le secteur de l'agro-artisanat, sur la jeunesse en milieu rural, et donc les différentes politiques publiques locales qui soutiennent l'accompagnement des jeunes. Voilà, parmi des exemples, et puis bien sûr, les projets que je viens de citer. Et peut-être dire quand même aussi que l'enjeu de ces projets, c'est de contribuer aux réflexions sur la politique agricole commune et la façon dont elle intervient aujourd'hui à travers le PDR. Donc, c'est un des questionnements du projet de l'AVIS, c'est de savoir de quelle façon l'ESS est traité dans les programmes de développement ruraux régionaux. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, tout de suite, on aura des résultats et ça peut nourrir, alimenter la réflexion qui a déjà démarré sur la politique agricole commune de 2020. Vous pourrez, je pense, vous y intéresser et commencer à forger des idées qui nourriront l'élaboration de ce programme. Et notamment dans ces groupes d'action locaux qui ont été mentionnés ce matin, les remotes sont soutenus directement par la commune, et au sein desquels on a plein d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il est temps d'aller voir parmi tous ces projets, ces projets qu'on retrouve, et ce qu'on essaie de faire nous par rapport à toutes les dynamiques qui nous sont remontées, celles qui ont été soutenues directement par des fonds européens, et de pouvoir mettre en lumière tout ce que ça peut apporter également. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous propose de faire une pause avant le déjeuner.